Ils ont menotté une femme noire à l'aéroport. Elle s'est avérée être une juge fédérale. Ce qui s'est passé ensuite a secoué toute la pays avant de plonger dans l'histoire. Faites-nous savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires palpitantes et captivantes, n'oubliez pas de vous abonner. Le terminal caverneux de l'aéroport international d'Atlanta a fait le buzz avec l'énergie agitée du vendredi après-midi. Les voyageurs se sont précipités devant les restaurants éclairés au néon et les vitrines brillantes, le cœur des roues de bagages qui roulent et des annonces coupées en plusieurs langues se fondant dans un rugissement sourd, mais à la porte. C-18, où le vol 227 à destination de Washington, D.C. se préparait à l'embarquement-il, y avait une zone de calme inhabituelle, un calme trompeur avant une tempête que personne n'avait encore ressentie. La juge en chef, Margot Ellington, se tenait près de l'avant de la file d'embarquement prioritaire, prête et composée, son costume bleu marine sur mesure en perles discrétises, boucles d'oreilles et son sac à main en cuir usé parlaient d'élégance discrète plutôt que d'ostentation. Elle gardait sa tablette à la main, examinait des notes juridiques pour un prochain sommet judiciaire sur la réforme des droits civiques, un sujet qui avait occupé sa carrière et certains jours, son âme même. La lueur de l'écran se reflétait dans ses yeux vifs et perspicaces, mais sous l'extérieur poli une douleur persistait. Ce n'était pas l'épuisement physique de Thwaites, journée incessante lors d'une conférence juridique. Non, c'était la douleur d'une vigilance, la douleur d'une femme noire qui avait atteint les plus hauts sommets de la magistrature américaine et qui pourtant ressentait encore le poids des yeux qui la jugent, qui doutent d'elle, qui la réduisent à des suppositions, même maintenant même. Ici, les passagers entouraient ces voyageurs d'affaires en costumes coûteux, touristes serrant leurs passeports, des familles gardant des enfants agités, elle n'a ressenti aucune menace immédiate et pourtant, comme elle le faisait toujours dans les espaces à prédominance blanche, son instinct y était resté vif. Elle n'avait pas de garde du corps, pas d'aide. Elle avait longtemps insisté pour se déplacer seule, croyant que l'intimité et l'indépendance la protégeaient mieux qu'un entourage ne pourrait jamais le faire. Mais l'indépendance comportait des risques. La voix de sa mère résonnait depuis des décennies. Ils vous défieront, non pas pour ce que vous dites, mais pour qui vous êtes. Ne leur donnez jamais la dignité de votre peur. C'était une leçon. Margot n'avait jamais oublié qu'elle le sentait résonner maintenant qu'elle prenait conscience du regard, et non des regards désinvoltes partagés par voyageurs, mais un regard perçant, rempli de mépris et de calcul. Madame Elaner. Vaughn, écharpe de créateur de la fin des années 60, hocha la tête vers son cou, des diamants scintillant sur son poignet. Les rides autour de son visage, chirurgicalement resserrées, se creusèrent en un ricanement. Elle se tenait à plusieurs places en arrière dans la même file d'attente d'embarquement, les bras croisés, scrutant. Margot, comme s'il inspectait une tâche à ses côtés, un homme blanc d'âge moyen, peut-être un mari ou un assistant, a dit rien dont il n'avait pas besoin. L'expression de Van en disait long. Margot connaissait ce regard. Elle l'avait vu dans les salles d'audience à travers le pays, des procureurs remettant en question la crédibilité des témoins noirs et des jurés sceptiques accusés à la peau brune d'avocats qui se demandaient si son autorité était même vêtue et cédée en main. Propriété légitime, comment? Oses-tu être ici? Comment oses-tu te tenir là où je me tiens? Elle a ignoré elle ou a essayé de se concentrer sur la tablette. Les lignes du raisonnement juridique défilaient par des arguments contre les préjugés raciaux et les contrôles routiers, des réformes proposées aux disparités de peine, mais la tension de picotement lui montait à l'arrière du cou. Le calme était artificiel. Quelque chose se construisait, alors. La voix de Van fendit l'air d'une voix forte et déterminée. Calculée, elle surveillait mes sacs. Les têtes se tournèrent, une ondulation parcourut les passagers en ligne. Elle continue de regarder par ici. Van continuant à faire des gestes directement vers Margot. Je ne me sens pas en sécurité. Elle n'a pas sa place dans cette file, tu dois vérifier elle. L'agent d'embarquement, une jeune femme qui avait scanné les passeports avec un robot l'efficacité, figea ses yeux qui allaient du regard autoritaire de Vaughn à celui de Margot Regard. Interrogateur composé et comme appelé par l'odeur du conflit, 2 policiers de l'aéroport se sont approchés, l'officier Travis Boone, un homme corpulent d'une 50aine d'années, avec l'allure usée d'un homme habitué à autorité incontrôlée. Son badge a attiré l'attention des lumières fluorescentes, alors qu'il marchait à côté de lui, officier Lucas Grayson,
jeune le cœur de Margot, agité et tendu par l'impatience de quelqu'un prêt à escalader, ralentit, a reconnu le modèle avant qu'un mot ne soit prononcé. Boone a parlé en premier. Son ton était faux courtois, mais déjà lourd de présomption. « Madame, nous devons vous poser quelques questions. Veuillez sortir de là. » Le passager de la ligne se déplaçait avec inquiétude. Quelques-uns ont soulevé leur téléphone. Pas encore enregistrement. Pas encore certain que cela deviendrait une scène. Margot posa sa tablette et prit une inspiration. Elle ne. Je ne discute pas encore. Puis-je demander ce que c'est à propos de sa voix qui était même calme autorité mesurée? Les yeux de Boone se rétrécirent, la mâchoire de Grayson se serra Vaughan, juste derrière eux. Il souriait triomphalement. Nous avons reçu une plainte. Boone a déclaré qu'il avait un comportement suspect en regardant les autres. Propriété des passagers, nous aurons besoin de voir votre pièce d'identité et votre carte d'embarquement comportement suspect, les mêmes mots le procureur, et la police avait invoqué dans sa salle d'audience pour justifier les contrôles routiers, les arrestations, les perquisitions et parfois pire. Margot fouilla calmement dans son sac. Elle lui tendit son permis de conduire et sa carte d'embarquement de première classe. Voici, mais les informations d'identification de Boone les a prises. Sans remerciement, jetant un coup d'œil au document avant de la regarder de haut en bas avec des yeux ouverts. Scepticisme. Et comment quelqu'un comme vous a-t-il pu se permettre ce billet? La question a frappé comme une gifle, pas subtile, pas même codée. Comme toi, une phrase enracinée dans des siècles de police raciale, le pouls de Margot s'est accéléré avec fureur, mais elle l'a gardé enfoui sous des années de contrôle. Judiciaire qu'elle a forcé elle-même pour respirer pas encore, ne leur donne pas parce que pas encore. Je m'attends à connaître la base de cela lors de l'interrogatoire. Elle a répondu fermement et l'identité de mon accusateur Grayson a été révélée. Plus près, votre attitude est suspecte. La zone d'embarquement était devenue silencieuse, le passager regardait maintenant ouvertement leur téléphone. Planète avec incertitude. Certains capturaient vidéo et Margot savait à ce moment terrible que le calme avait été brisé. C'est comme ça que ça commence toujours, fabriquer suspicion. Autorité non méritée et la croyance que je dois expliquer mon existence, mais cette fois, ils avaient choisi la mauvaise femme. Ils ne le savaient pas encore. Pendant un instant, le monde s'est rétréci à l'espace entre la juge en chef Margot, Ellington et les deux officiers qui lui bloquaient maintenant le chemin. Le bourdonnement de la terminale, les valises à roulettes, les passagers murmurant, tout cela s'est retiré englouti par les battements de son cœur, pas par peur, ni par fureur, ni par la douleur profonde de la reconnaissance. C'était le modèle qu'elle avait vu maintes et maintes fois sur le banc. Une accusation blanche, des suppositions raciales, l'aveuglement des forces de l'ordre, l'acceptation et l'érosion rapide de la dignité sous le couvert de la sécurité. Seulement maintenant, elle n'était plus le juge supervisant l'injustice, elle était sa dernière cible. L'officier Travis Boone lui a saisi son permis, plus serré que nécessaire, les veines de sa main pâle se gonflaient, ses yeux passaient de la carte d'identité au visage de Margot pour ne pas confirmer son identité mais chercher une faille, une incohérence, une excuse pour aggraver les choses. Lucas Grayson se tenait juste derrière, rebondissant sur la pointe des pieds comme un boxeur impatient d'entendre la cloche. Souciait des faits, la vérité était devenue sans importance au moment où Mme Eleanor Vaughan, l'autoproclamée la gardienne de la pureté raciale dans cette file d'embarquement, avait pointé son doigt manucuré et prononcé les mots magiques « comportement suspect ». Margot a croisé le regard de Boone sans broncher. « Mes documents sont un ordre maintenant. À moins que vous n'ayez des soupçons raisonnables appuyés par des preuves. Réduction de la primelle part avec une paume levée, ça suffit. Ce n'est pas toi qui poses des questions. » Ici quelques halètements parcoururent la foule rassemblée. Les passagers se déplaçaient nerveusement. Certains faisaient semblant de ne pas remarquer, d'autres ont levé leur téléphone pour enregistrer maintenant, sentant peut-être qu'il ne s'agissait plus d'un léger retard, mais du début de quelque. Chose de plus laid, une camionnette se tenait derrière les officiers, les bras croisés, le visage éclairé une satisfaction cruelle pour elle. Ce n'était pas une question de sécurité, c'était une question de domination, contrôler l'ancien rituel de remettre. Une femme noire à sa place, Grayson, s'approcha de son badge scintillant sous les lumières fluorescentes crues. « Où travaillez-vous, madame? Quel est votre métier? » Et sa voix suintait de condescendance.
Le mot « madame » transformé en insulte. La gorge de Margot se serra. Ils, pensant-ils, peuvent me déshabiller, me réduire à rien de plus qu'un corps noir suspect. Se tenant là où ils pensent que je ne suis pas celle avait déjà entendu ce ton auparavant lors de contrôles routiers qui avaient mal tourné à la police des positions, où des jeunes hommes ont parlé d'avoir été arrêtés pour avoir marché dans le mauvais quartier sous les larmes des Noirs, le maire, qui se sont assises dans sa salle d'audience, après que la loi ait laissé tomber leur fils, je ne réponds. Pas aux questions intrusives, sans motif, elle a répondu d'un ton neutre. Je ne suis pas obligé de divulguer ma profession à moins d'être accusé d'un crime, ce qui n'est pas mon cas. Boons, le visage s'assombrit. Ton attitude aggrave les choses. C'est mon droit de me défendre contre les interrogatoires illégaux. Grayson rit vivement. Maintenant, elle est une avocate. L'ironie du sort a fait qu'elle n'était pas seulement avocate, elle était la plus haut placée juge d'appel fédéral dans le district, deuxième seulement après la Cour suprême, mais rien de tout cela n'avait d'importance ici. Pas elle et ce diplôme, pas ses décisions, pas ses décennies de service. Elle n'était qu'une autre femme noire trop confiante en son propre bien, ce qui à leurs yeux était une provocation assez de bienfaits penchée dans son haleine santé. Le café rassis, et quelque chose d'aigre voilà comment cela va fonctionner, vous viendrez tranquillement avec nous pour un contrôle supplémentaire. Si vous coopérez, peut-être que je prends toujours ce vol. Margot se redressa, et si je refuse, la lèvre de Boone se courba alors, nous avons cause probable de vous détenir pour non-respect, cause probable, la phrase elle a frappé comme un coup. Elle avait démantelé des centaines de prétextes aussi fragiles dans sa salle d'audience, avait écrit des opinions cinglantes mettant en garde contre l'abus de cette même doctrine. Mais maintenant, les protections de la loi, elle, avaient l'impression que des abstractions lointaines laissaient apparaître des dizaines d'yeux, certains sympathiques, d'autres indifférents, quelques hochements de tête inquiétants en accord avec les officiers, leurs préjugés confirmés par le murmure de vos campagnes. Regardez-la si calme, trop calme, doit cacher quelque chose. Son pouls tonnait dans ses oreilles. Elle pouvait voir le chemin que cela prendrait d'abord, le dépistage puis des accusations de perturbation, si elle résistait même verbalement. Il prétendrait agression ou conduite désordonnée. Un modèle tellement répété qu'il est devenu réflexif. Tu n'as pas de robe ici, pas de gable, seulement ta voix. Utilise-la mais avec précaution. Je le ferai, je t'accompagnerai, dit-elle. Assez fort pour que les téléphones enregistreurs puissent l'enregistrer, mais malgré tout, c'est un cas évident de profilage racial initié par ce passager. Elle hocha la tête vers Vonette. Vous êtes tous les deux complices. Les yeux de Boone brillaient de quelque chose de plus sombre que l'autorité. Maintenant, vous pensez que le nommer fait une différence. Je sais que c'est le cas, répondit-elle, parce que, d'une manière ou d'une autre, cela ne se produira pas, se termine, comme prévu. Grayson lui a attrapé le bras brutalement. On verra bien. Alors qu'il l'emmenait, l'étreinte froide de l'impuissance se referma sur elle, mais seulement pendant un instant. Quelque chose en dessous remua plus forte une tempête qui monte, non seulement pour elle-même, mais pour chaque victime de cette violence systémique silencieuse. Son humiliation serait temporaire, mais le calcul enflammerait. Ce serait permanent, et aucun d'entre eux, ni Boone, ni Grayson, ni Vaughn, avait la moindre idée de ce qui allait arriver. Le claquement sec des talons de Margot Ellington résonna de façon creuse dans le couloir, alors qu'il a été emmené loin de la porte C-18, flanqué de chaque côté par les officiers Travis Boone et Lucas Grayson. Le bourdonnement de la foule s'est estompé derrière elle, mais leurs visages sont restés gravés dans son esprit, les yeux écarquillés, certains inquiets, d'autres indifférents. Peu de gens se sont tranquillement divertis. Personne n'a parlé, pas un seul. Ce silence pesait plus lourd que le main serré sur son bras. Alors, voilà ce que ça fait, pensa-t-elle. Présenté comme présumé coupable d'être impuissant, l'emprise de Grayson se resserra, alors s'ils se sont approchés d'un couloir latéral sécurisé. Vous marchez comme si vous n'aviez rien fait de mal, il a ricané. Cette attitude n'aide pas votre cas. Margot n'a rien dit. Elle ne pouvait pas sentir le combat faire rage juste sous sa peau, son pouls battre contre l'humiliation se resserrant autour de sa poitrine comme un étau des années de décorum judiciaire guerre avec l'envie de crier pour lutter pour, exiger le respect que la Constitution promettait mais que le monde offrait rarement. Une bénédiction se pencha dans son souffle chaudé, garde ta bouche fermée.
Vous êtes doué pour jouer les victimes, mais pas cette fois. » Les gens, deux mots qui ont porté des générations de haine, ils n'arrêtaient pas seulement une femme, ils la punissaient le symbole de ce qu'ils méprisaient, une femme noire qui avait défié toutes les attentes, qui s'était élevée plus haut que jamais atteindre et maintenant ils pensaient qu'ils pourraient la tirer vers le bas, la réduire, l'humilier en soumission, alors que le couloir stérile cédait la place au petit poste de police de l'aéroport aux couleurs fluorescentes, le lumière bourdonnait au-dessus comme milieu qui observait et Grayson lui donna une dernière poussée. À travers la porte, l'espace était de murs exigus tapissés d'affiches défraîchies sur la sécurité et les droits, légaux ironiques dans les circonstances derrière un bureau en métal. Était assis l'officier de service d'âge moyen, chauveniforme, pressé, mais son expression indifférente. Un autre bureaucrate qui entérinerait le mensonge sur le point de se dévoiler Boone, se pavana en jetant la carte d'embarquement et le permis de conduire de Margot sur le bureau, le passager refusant les ordres perturbant le porte possiblement des documents frauduleux détenus pour un interrogatoire plus approfondi, l'officier de service a à peine jeté un coup d'œil à Margot avant de commencer à taper. Margot a regardé la scène se dérouler comme si de l'extérieur, d'elle-même, elle avait été témoin de ce processus dans des centaines de cas. Cela a toujours commencé de cette façon. Un soupçon fabriqué rapport officiel sur les documents qui ont effacé l'humanité et l'ont remplacé par une accusation que l'officier de service a recherché nommée une profession. L'avantage est arrivé avant que Margot ne puisse parler. Pas besoin de la voir ici, il a brandi sa carte d'identité. Margot Ellington. Sa voix dégoulinait de mépris. Dit qu'elle est une, le juge doute que Grayson ait ri, plus comme un fauteur de troubles activistes probablement. J'ai acheté ce billet avec la carte de crédit de quelqu'un d'autre. La gorge de Margot se serra. 1000 réfutations lui furent adressées. Lèvres, la loi était de son côté, les faits étaient clairs. Et pourtant, alors qu'elle se tenait menottée dans un commissariat de police entouré d'hommes qui avaient déjà décidé de sa culpabilité et de sa brillante carrière, sa distinction, son autorité judiciaire lui semblait fragile. La robe qu'elle portait dans la salle d'audience aurait tout aussi bien pu, elle était invisible ici. Mais elle ne les laisserait pas lui retirer sa dernière défense. La voix qu'elle parlait clairement, laissant chaque syllabe porter le poids de décennies passées à faire respecter la loi. « Je suis le juge en chef, Margot Ellington, de la Cour d'appel des États-Unis. Vous me détenez illégalement. Je demande la libération immédiate. Ma présence du chef de la police de l'aéroport, et vous êtes tenu d'en informer le US Marshal Service, conformément au protocole fédéral à frappe, s'est arrêté, l'officier de service s'est figé, la couleur s'estompait de son visage pendant un battement de cœur, la pièce retint son souffle. L'expression de Boone se brisa dans celle de Grayson, le sourire narquois disparut. « Tu mens. » Boone s'exclama, mais sa voix trahissait le doute. Les yeux se sont à nouveau déplacés entre son visage et la carte d'identité, comme si elle souhaitait que le nom change. Margot n'a pas bronché. « Vérifiez mon identité maintenant. » L'officier de service saisit le téléphone en tremblant. « Monsieur, » il balbutia-t-il dans le récepteur. « Nous avons peut-être une situation grave. Je pense que nous avons arrêté un juge fédéral. » Les mots frappa Boone et Grayson comme des coups de tonnerre. Boone trébucha contre le mur. Le visage de Grayson se transforma en drap. Le blanc a disparu. La fanfaronnade, la bravade, la certitude, tout ce qui restait était la peur. Boone a essayé de récupérer, nous ne savions pas si nous savions. Les yeux de Margot étaient perçants, alors que le gave qu'elle brandissait au tribunal se fixait sur le sien. C'est le problème. Tu t'en fichais. Tu as vu mon pot et décidé tout le reste, les voix de l'officier de service tremblaient, chef Ellington. J'appelle la police de l'aéroport, le chef et les maréchaux. Dès que la réalité s'est imposée, les épaules de Boone ont affaissé les mains de Grayson. Tremblant à ses côtés, il pouvait déjà voir les gros titres, les audiences, les licenciements, les actes d'accusation. Leur carrière était terminée et ce n'était la faute de personne d'autre que la leur pour la première fois, depuis que cette épreuve avait commencé. L'impuissance étouffante à l'intérieur de Margot avait commencé à élever sa voix et avait traversé le mensonge que son autorité avait brisé, la présomption de culpabilité dont ils avaient abusé leur pouvoir. Mais maintenant, la loi, sa loi,
venait pour eux, et cette fois, il le ferait soyer ceux qui n'ont aucune défense pendant une seconde fugace. Le silence s'est installé sur le poste de police exigu. Le juge en chef Margot Ellington se tenait immobile. Ses poignets douloureux à cause des menottes serrées, mais son regard l'officier de service, inébranlable, tâtonna avec le téléphone, son autre main tremblant déjà tandis qu'il composait le numéro de l'aéroport. Le chef de la police et les marshals américains ont vu leur indifférence initiale se transformer en panique générale, mais de l'autre côté de la salle, le visage de l'officier Travis Boone s'assombrit non pas par la honte, mais par le désespoir d'un homme réalisant la forteresse de pouvoir qu'il possédait. S'était longtemps caché derrière Lucas Grayson en .55 ruine, s'attardant dans le coin l'arrogance juvénile remplacée par la pâleur de la terreur, cela n'était pas censé leur arriver. Pas pour avoir fait qu'eux l'ont toujours fait. La tempête intérieure de Margot faisait rage. Elle aurait dû ressentir du soulagement la justification même que la loi à laquelle elle avait consacré sa vie à faire respecter rattrapait enfin ses agresseurs. Mais au lieu de cela, la fureur bouillonnait sous son extérieur composé. Ce n'était pas la justice qui avait forcé ce tournant. C'était la peur de qui elle était, de ne pas respecter son humanité. Si elle avait été quelqu'un d'autre femme noire inconnue sans titre ni pouvoir, cette situation aurait déjà abouti à la violence en prison, ou pire, combien d'autres ont souffert en silence, combien n'ont jamais eu la chance de dire leur vérité. Dans une salle d'audience, j'appelle mon superviseur, maintenant le juge Ellington, balbutia l'officier de service en pressant le téléphone contre son oreille. Les yeux de Boone se posèrent sur Grayson. Une conversation silencieuse sur la survie passa entre eux. Son autorité glissant comme du sable entre ses doigts, Boone se dirigea vers le bureau, sa voix aiguë de colère et de peur. Cela ne doit pas se passer ainsi. De plus, nous pouvons régler ce problème. Nous ne savions pas que tout cela n'était qu'un malentendu. La voix de Margot se coupa à travers son plaidoyer comme une lame. Numéro, ce que tu ne savais pas, était mon titre, ce que tu as refusé de voir, c'était mon humanité. Ces mots flottaient dans l'air comme un jugement déjà rendu. Grayson se déplaça, avec inquiétude, les yeux se dirigeant vers le porte, comme s'il pouvait en quelque sorte fuir les conséquences qui se précipitaient vers lui. Le bien acculé, frappé de la seule manière dont les hommes comme lui savaient comment, par la force. « Nous n'en avons pas fini ici », aboya-t-il en claquant son paume vers le bas sur le bureau. L'officier de service a sauté, manquant de laisser tomber le récepteur. Le visage de Boone a tordu un mélange grotesque de rage et panique. Vous êtes toujours en détention pour avoir interféré avec un juge d'instruction ou pas. Tu ne dictes pas nos procédures. Margot sentit la première bobine de peur se resserrer dans son estomac. Il panique. Et les hommes qui paniquent avec le pouvoir recourent à la violence. Enlever. Les menottes. Y a-t-elle ordonné l'officier de service garde sa voix calme malgré la menace croissante maintenant que vous avez aucune base légale pour continuer à me retenir avant que l'agent puisse répondre? Boone se précipita en avant, attrapant le bras de Margot. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa peau avec une force brutale. « Ne me dites pas quoi faire dans mon propre maison », grogna-t-il. Le mouvement était si rapide, si imprudent que le devoir l'officier a figé Grayson, les yeux écarquillés de terreur, a hésité, mais sa peur de Boone l'emporta sur toute conscience restante. Il se déplaça pour bloquer la porte. Margot haleta alors. Que Boone la tirait vers le mur. Les menottes s'enfonçaient plus profondément dans sa chair. Son souffle se bloqua dans sa gorge, non pas à cause de la douleur, mais à cause de l'humiliation brûlante d'être malmenée comme une criminelle. Dans une pièce où sa parole aurait dû faire loi, c'est ton dernier avertissement. Rugit Boonoun, mot de plus, et vous ferez face à de véritables accusations de résistance à l'agression d'un agent. L'agression, l'accusation l'a frappé plus fort que l'étreinte qui lui a meurtri le bras, ne l'était réécrire la réalité en fabriquant une histoire où sa violence est devenue son crime. C'était une tactique qu'elle avait vue utiliser comme arme contre des accusés noirs. Trop de fois pour être comptés, maintenant ils essayaient de les utiliser contre elle, mais la peur de Margot s'est transformée en résolution. Elle ne les laisserait pas finir ce récit, pas ici, pas si jamais tu as franchi une ligne, murmura-t-elle férocement. Tu viens d'attaquer une personne assise juge fédéral. Aucun badge ne vous protégera de ce qui va suivre pendant un moment. Boone a hésité dans ses fanfaronnades. Les yeux fissurés de Grayson s'écarquillèrent de compréhension horrifiée. Puis la porte éclata.
3 marshals américains en uniforme sont entrés dans la pièce. Suivi de l'aéroport le chef de la police, et les hauts fonctionnaires ont le visage grave et les yeux déjà en train de reconstituer la catastrophe qui se déroule devant eux, au moins que eux, et juste comme ça l'équilibre des pouvoirs a changé. Margot a redressé le sang des battements dans ses oreilles, mais sa colonne vertébrale inflexible, l'assaut qui était censé la faire taire amplifierait désormais sa voix à travers toute la nation. Et Boone Grayson et chaque spectateur silencieux comprendra bientôt qu'aucune peur ne pourrait supprimer la justice, pas plus que, là, le couloir. Semblait plus froid maintenant que la juge en chef Margot Ellington était tirée vers l'avant, son poignet toujours lié, cruel et d'acier, l'air semblait plus fin, chaque respiration aiguë contre le feu qui montait dans sa poitrine. La main lourde de l'officier Travis Boone lui saisit le haut du bras avec une force meurtrière, tandis que l'officier Lucas Grayson suivait derrière scrutant les spectateurs avec les yeux fatigués d'un prédateur soudainement conscient que la proie pourrait mordre le fluorescent le lumière, au-dessus vacillait, projetant de longues ombres sur les murs stériles. Une promenade que Margot avait vue dans les salles d'audience, les accusés emmenés comme des trophées d'un système construit pour écraser la dignité de ceux qu'elle ciblait maintenant. C'était elle qui marchait pour la consommation publique. La foule. Les passagers avaient quitté leurs portes, attirés par le spectacle, certains observaient dans un silence horrifié, d'autres avec détachement froid, quelques téléphones soulevés discrètement. Au début, puis hardiment enregistrant ce qu'ils savaient instinctivement être plus qu'une arrestation. C'était un rituel public, le déshabillage d'un noir, la dignité de la femme, le théâtre séculaire de la soumission, une femme dans la foule, personnes âgées, cheveux, blancs, soigneusement attachés en arrière. Elle serrait la main de sa petite fille et murmurait. Pourquoi font-ils ça? Elle ne le fit pas. Rien, mais personne ne l'a arrêté. Personne ne l'a jamais fait. Madame Eleanor Vaughan se tenait à la bord de la foule, les bras croisés, la satisfaction brillant dans ses yeux. Elle avait planté la graine et maintenant la regardait porter. Des fruits pourris pour elle. Il ne s'agissait pas seulement de suspicion, mais de reprendre le contrôle en prouvant que peu importe à quel point Margot avait levé le petit doigt pointé par le bon type de femme, avait toujours plus de poids. Que des années d'autorité judiciaire contre lesquelles les talons de Margot claquant le sol résonnent comme un rythme de tambour lent. Concentre-toi, reste debout, ne les laisse pas voler plus qu'ils ne l'avaient déjà fait. Elle força son menton haut, bien que ses épaules lui fassent mal à cause de la prise tournante que Boone utilisait à propulser en avant les menottes métalliques. Avait déjà meurtri sa peau, mordant dans la chair destinée au marteau, et à la justice, non l'étreinte froide du don de fer, se pencha alors qu'il passait devant une rangée d'aéroports silencieux employés. Vous pensez toujours pouvoir vous sortir de ce juge en parlant? Il a craché le dernier mot avec un venin moqueur. Voyons voir, comme on se sent puissant quand les caméras s'arrêtent de tourner, mais les caméras ne se sont pas arrêtées, elles se sont multipliées, les téléphones étaient partout maintenant, les passagers se pressent contre les murs du couloir. Pour capturer l'humiliation en haute définition, ils n'étaient peut-être pas intervenus physiquement. Mais leurs objectifs témoignaient pour une fois que le spectateur silencieux était devenu l'esprit de la chroniqueuse réticente. Margot s'emballa. « C'est plus grand que moi maintenant, plus grand que mon titre, à chaque seconde de cette marche, à chaque insulté, chaque contact illégal. Ah, c'est préservé et bientôt le même système judiciaire que ces hommes ont abusé le fera le dévorer tout entier, sa force intérieure l'ancrait contre l'impuissance qui s'attachait au bord du. Sa résolutionnelle avait rédigé des avis judiciaires condamnant ce type même d'abus, de profilage racial et de détention illégale. Force excessive, elle avait averti les officiers et les procureurs que l'ampleur de la justice ne pouvait pas s'incliner longtemps avant de réagir maintenant qu'elle vivait sa vie. Grayson marmonna nerveusement ses propres avertissements. Sa bravade antérieure s'estompa à mesure que de plus en plus de téléphones se tournèrent vers lui. Peut-être devrions-nous, Boone, lui lança un regard assez vif pour couper l'acier. Nous voyons cela à travers elle. Pense qu'elle peut jouer. La victime, elle ne s'en sortira pas sans inculpation. Les dents serrées de Margot joutent le victime comme si des siècles d'oppression pouvaient être réduits à une performance. Ils approchaient de la finale et tiraient les portes menant au petit poste de police sans fenêtre nichée derrière le terminal principal. Boone tira la poignée, la porte s'ouvrit, en gémissant comme les portes d'un champ de bataille. La dernière chose.
Que Margot vit avant de franchir le seuil fut le visage dans la foule, peur-pitié, complicité silencieuse, mais aussi indignation et silence. La fureur montante et Grayson ne l'ont pas vue. Ils étaient trop concentrés sur le contrôle et elle l'a fait taire. Ils ne s'en rendent pas encore compte, pensa Margot alors que la porte claquait derrière elle, mais cette marche de la honte n'est pas la mienne, c'est la leur. Et bientôt la nation entière serait d'accord que la lourde porte s'est refermée derrière elle pendant un moment, où le petit commissariat de police s'est senti étouffé par 4 murs qui le pressaient à l'intérieur de lumière. Fluorescente du plafond projetait sur Margot Ellington une lueur stérile et dure. La pièce sentait le papier à café raciser le goût métallique froid de la peur, même si ce n'était pas la sienne. Boone et Grayson se déplaçaient avec l'énergie raide et agressive des hommes qui sentèrent leur contrôle leur échapper, mais qui s'y accrochèrent plus fort par désespoir. Douleur au poignet causée par les menottes. La peau en dessous brûlait. Là où le métal avait mordu profondément, son corps était meurtri, sa dignité a été mise à mal, mais son esprit est resté vif comme un rasoir. L'officier de service pâle et en sueur, il planait maintenant derrière le bureau, l'écran 2. Son ordinateur brillait faiblement. Son nom et sa carte d'embarquement étaient toujours là. Il a montré qu'il avait déjà signalé la situation, et bien qu'il ait évité le regard de Boone, il pouvait sentir la tension vibrant dans l'air comme une tempête qui se prépare. Margot se tenait debout malgré les contraintes qu'elle pouvait sentir dans les yeux de Boone lui, enfonçant dans le dos le poids de sa peur mal déguisée. En colère, Grayson était retiré dans un coin de la pièce, les bras croisés, mais son arrogance antérieure s'était dissoute dans le silence de sa jambe agitée par une énergie nerveuse. Ils savent qu'ils ne veulent tout simplement pas encore l'admettre. Boone a claqué sa main sur le bureau. Finissons-en avec ce Booker pour avoir résisté et troublé la paix. Juge ou pas. Juge en chef. Margot corrigea sa voix. Doucement, mais la juge en chef, Margot Ellington, de la Cour d'appel des États-Unis, a déjà gelé les mots de parler une fois maintenant accroché plus lourdement dans la pièce. Le coussin facial de Grayson a une teinte qui rendait son badge criard et déplacé. Arrêtez ces bêtises. Boone a claqué, bien que la netteté de sa voix ait vacillé. N'importe qui peut dire que Margot a inhalé, stabilisant lentement le feu qui monte dans sa poitrine. Ils ne contrôleront plus ce récit, ne le vérifiez plus. Ordonna l'officier de service. Maintenant l'officier de service hésita. Déchiré entre la loyauté envers ses collègues et la certitude glaciale dans la voix de Margot, il tendit la main vers le téléphone en tremblant. Doigt, son premier appel, avait déjà appelé le chef de la police de l'aéroport, mais maintenant il a composé. À nouveau, cette fois, il a demandé au United States Marshal Service, l'agence même chargée de protéger les juges fédéraux, la salle plongée dans un silence tendu, rompu seulement par le bourdonnement de la climatisation et les murmures lointains de l'aéroport au-delà. De la porte, Boone secoua la tête. « Tu penses que ça va nous faire peur? »« Je pense que les faits vous font peur, » répondit Margot. « Ils l'ont toujours fait. » Grayson déglutit, audiblement. « Peut-être que nous devrions peut-être attendre avant de porter plainte trop tard pour cela, » a dit Margosson. Regard s'est fixé sur lui, non pas avec malice, mais avec une clarté froide et féroce au moment où tu as posé tes mains sur moi, moment où vous avez ignoré tous les protocoles parce qu'une femme blanche a pointé son doigt et vous n'avez vu ni un citoyen ni un passager, mais un suspect, une menace, une femme noire à contrôler. C'est à ce moment-là. Cessez d'être une enquête et est devenu une aubaine pour violation des droits civiques. Il a ouvert la bouche, mais non, la défense venait de ces années d'autorité facile, où il s'en tirait avec des demi-vérités et des suppositions raciales, qui ne l'avaient pas préparé pour cela pour une femme qui a refusé de se taire pendant un moment, là où les systèmes le poids se déplaçaient contre lui, puis vint le son qui changea tout le reste. Le gémissement métallique de la porte qui s'ouvrait. 3 marshals américains sont entrés rapidement, suivis du chef de la police, de l'aéroport et de 2 hauts fonctionnaires. Leurs visages étaient le maréchal, vêtu d'uniforme sombre, scrutait la salle avec détermination. La vivacité des hommes formés pour évaluer les menaces et les catastrophes potentielles, a déclaré le juge Ellington, le maréchal en chef, ton respectueux mais urgent. Nous avons reçu votre vérification d'identité et le rapport préliminaire.
Que nous sommes ici pour prendre garde et assurer votre sécurité. Le visage de Boone s'est effondré. Nous ne savions pas si tu ne t'étais pas soucié. Margot interrompit, sa voix n'était plus calme. Elle était des années de lutte contre l'injustice systémique, d'écoute d'excuses et de platitudes qui ont dégénéré en vérité. Brutequet, la différence? Tu n'as jamais demandé qui j'étais. Tu as décidé ce que j'étais. La bouche de Grayson bougea, mais aucun mot ne sortit. Sa bravade juvénile s'était transformée en panique visible. Le chef de la police de l'aéroport s'approcha lentement en retirant son chapeau, les yeux baissés. « Juge Ellington, au nom de... Je ne connais pas ce département, dit-elle, son souffle court mais sa posture résolue. Garde tes excuses, elles ne me sont pas dues à moi seule. Elle fit un geste vers la porte, où, à travers la petite fenêtre, la foule se rassemblait encore au-delà de la barricade. Ils sont dus à chaque voyageur noir qui a parcouru ces couloirs sous le soupçon, chaque personne de couleur soumise. Au profilage, tandis que des gens comme Boone et Grayson en a ri, le chef s'est tu, l'un des commissaires s'est avancé, les clés en main, le juge avec votre permission, puis-je retirer les menottes? Margot hocha la tête une fois l'acier froid relâché avec un léger clic. Elle avança ses mains, les poignets marqués et rouges, mais imperturbables. Elle frotta la peau, tendre doucement les yeux, ne quittant jamais Boone et Grayson. « Ce n'est pas fini, dit-elle. Vous avez exercé votre pouvoir de manière imprudente, et maintenant la loi exercera son pouvoir contre vous. » Pour la première fois, Boone et Grayson a vraiment compris ce que signifiait être impuissant, et Margot n'était plus seulement un juge, mais une femme debout sur le seuil, entre la victimisation et la justification. Elle sentit la tempête en elle. Se transformer en quelque chose là, justice inébranlable, n'était plus un principe. C'était une promesse, et c'était venant un instant après que les menottes aient été retirées. La pièce s'est arrêtée comme si le temps lui-même s'était arrêté pour témoigner la juge en chef, Margot Ellington, qui se démêlait, massait lentement ses poignets. Les marques rouges en colère sont un rappel physique de leur cruauté. Elle ne les a pas cachées. Elle voulait que ceux qui étaient dans la pièce voient ce qu'ils faisaient. Ils avaient fait ce qu'ils croyaient pouvoir faire sans conséquence. Les hommes de Boone et Grayson, qui s'étaient pavanés avec autorité, qui avaient brandi les préjugés. Comme un badge, ressemblaient maintenant à des écoliers coincés dans le bureau du directeur. Seulement, ce directeur avait le pouvoir de détruire non pas leurs notes, mais leur vie, leur avenir, leur identité même. Les responsables de l'application de la loi ont ouvert la bouche de Boone, les premiers mots tombant désespérés et Juge Ellington. Peu poli, nous regrettons profondément ce qui s'est passé. Nous agissions. En conséquence, un protocole standard de rapport de passagers si nous avions connu votre position de Margosson. Regard le coupa plus brutalement que n'importe quelle objection verbale. Arrête tout de suite. Sa voix neunée tremblait plus avec la retenue de quelqu'un essayant de préserver la dignité qu'il commandait. Tu ne te souciais pas de moi, position, où tu m'as accusé, quand tu m'as attrapé, quand tu m'as humilié devant des centaines de personnes qui te tenaient à cœur. À propos des suppositions que vous avez faites lorsque vous avez vu la couleur de ma peau Grayson qui avait saisi le bord du bureau si serré que ses articulations étaient devenues blanches, il s'est finalement cassé et est tombé à genoux. Juste là, au milieu d'elle poste de police, s'il vous plaît, juge Ellington, ne laissez pas cela nous ruiner. Avoir une femme, des enfants, j'ai fait une erreur, une terrible erreur, sa voix s'est brisée, les larmes ont coulé à ses yeux. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, la foule derrière la vitre regardait en silence, tandis que le pouvoir changeait en temps réel. Les caméras continuaient de filmer les témoins qui, autrefois, intimidés par la peur, a maintenant capturé le bienfait. Du jugement à regarder Grayson avec son dernière menace de fierté qui claquait. « Lève-toi, idiot !» siffla-t-il. « Le gravier ne réglera pas ça. » Mais même la voix de Boone avait aperdu son feu. Il connaissait l'optique. Il savait que le terrain juridique se déplaçait sous ses pieds. Margot n'était pas seulement une juge, elle était le symbole de chaque cas. Lui et des hommes comme lui avaient ri de chaque procès pour droits civiques dont ils pensaient qu'ils n'auraient jamais de succès. Ils ont ignoré toutes les réprimandes qu'ils avaient reçues. Ce n'était plus seulement une enquête interne, c'était une enquête fédérale. Et c'était imparable. J'ai servi sur le banc pendant 25 ans, dit Margot à voix basse, mais j'ai entendu avec résonance toutes les excuses à moitié sincères,
Tous les appels à la miséricorde lorsque les mêmes hommes qui ont abusé le pouvoir s'est soudainement retrouvés dépouillés de lui. Je ne pense pas que je n'ai jamais tout entendu auparavant. Grayson a levé les yeux en larmes. Jugez librement. Maintenant, s'il vous plaît, je témoignerai contre Boone, contre la femme qui a fait le rapport. Ne mets pas fin à ma carrière, ne détruis pas ma famille. La poitrine de Margot se serra, pas avec sympathie, mais avec le poids amer de toutes les familles, qu'elle avait vues détruites non pas par la justice, mais par cette même corruption. Hommes noirs emprisonnés pendant des années à cause de faux rapports, femmes rabaissées ont retardé leur carrière, ruiné leur dignité, effacé leurs bienfaits, et Grayson avait... Je n'ai jamais versé de larmes pour eux. Je n'ai jamais imploré. La pitié pour ces familles, les marshals américains resta silencieux mais alerta le chef de la police de l'aéroport qui était entré quelques instants plus tôt avec des promesses de responsabilité désormais tenues la tête baissée. Il savait qu'il ne pouvait plus protéger son officier. Il s'avança, sa démarche avait disparu, ses épaules s'étaient affaissées, ses paroles ne provenaient pas de la contrition, mais de la survie. Juge d'instinct. Ellington, si vous abandonnez les charges, nous pouvons arranger ça tranquillement. Pas besoin d'aggraver la situation. Les yeux de Margot ont brillé. Pas besoin pour escalader. Tu as escaladé au moment où tu as posé tes mains sur moi, au moment où tu as craché des insultes, fabriqué des accusations et utilisé la peur comme une arme pour me contrôler et me briser. Boone a baissé les yeux. Son silence n'était pas d'accord. C'était la défaite. Margot expira lentement le poids de ce qui aurait failli se passer, ce qui serait arrivé si elle avait été une autre femme noire sans titre, sans pouvoir. Lourdement sur sa poitrine, la rage restait, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus froid. Mais ce n'est pas seulement à propos de Moyelle. A dit fermement que tu répondrais non seulement de ce que tu m'as fait aujourd'hui, mais aussi des années de pouvoir incontrôlé dont tu as abusé. Pour chaque personne qui n'avait pas de badge, de titre ou de plateforme. Grayson a commencé pour... Sangloter ouvertement, Boone ferma les yeux. La résignation se répandant sur ses traits, Margot s'est tournée vers le marshal principal pour les mettre en détention. Et alors que les marshals s'avançaient, comme Boone, les badges de Grayson ont été arrachés de leur poitrine, le monde. Au-delà des portes du commissariat, la foule, les caméras, les témoins. Silencieux n'ont pas vu la chute de deux hommes, mais l'effondrement d'un système d'arrogance construit sur la peur et les préjugés et la justice avait enfin commencé. À se faire entendre, le tintement des cloches de Boone et Grayson, le badge frappant le bureau en métal, ont résonné comme un coup de marteau frappant le bois. Tranchant, et fine à la juge en chef irrévocable, Margot Ellington resta immobile, regardant les deux officiers était désarmée et menottée par les mêmes marshals qui, quelques minutes auparavant, avaient été appelés pour la protéger. L'ironie était personne dans la pièce n'a échappé à Boone qui tressaillit en entendant l'acier froid se refermer. Autour de ses propres poignets, Grayson tremblait si violemment que le marshal dut le stabiliser pour éviter de se blesser. Leurs visages étaient pâles, vidés du pouvoir qu'ils avaient si facilement exercé contre elle. Ils ressentiraient désormais ce que signifiait être impuissant. Pas intentionnellement, mais par conséquence, le chef de la police de l'aéroport s'éclaircit la gorge, la voix raide. Juge Ellington, au nom de ce département et de l'autorité aéroportuaire, je vous présente mes plus sincères condoléances. Margot l'interrompit d'une main levée. Épargne-moi les excuses répétées. Son ton était précis et couper chaque mot est aiguisé par le poids des années de lutte contre l'injustice systémique. Il ne s'agit plus de regret maintenant, il s'agit de responsabilité à l'extérieur de la gare. La foule s'était agrandie. Jusqu'à la zone d'embarquement au-delà le mur de verre a été inondée de passagers. Les employés de l'aéroport et maintenant un essaim de journalistes alertés. Par le passant et ceux qui ont enregistré l'incident dès le début, les caméras ont flashé, les journalistes ont fait pression contre les bouches de verre se déplaçant avec urgence dans les microphones. L'humiliation privée Boone et Grayson avaient orchestré un règlement de compte national qui était devenu un spectacle public le maréchal. Américain en chef s'est penché sur la division des droits civiques du ministère de la Justice et sur la laisse. Agents de liaison des affaires internes du FBI ont été informés qu'ils agissaient rapidement, étant donné l'implication de l'armée fédérale. Les forces de l'ordre dans les violations contre votre personne, une enquête accélérée a déjà été menée.
Margot a commencé à hocher la tête une fois à l'intérieur. La fureur s'est refroidie en quelque chose de plus fort. Elle a senti que le vent tournait, non seulement pour elle-même, mais aussi pour chaque victime anonyme de profilage racial, dont le nom ne ferait jamais la une des journaux. Ce n'était plus sa seule bataille. Le chef de la police de l'aéroport a ajouté « La voix est plus basse maintenant. Toutes les images de la caméra corporelle sont diffusées. Les vidéos de sécurité et les enregistrements des passagers sont conservés comme preuve de Mme Eleanor Vaughn, qui a initié la fausse rapport, a été arrêtée. Elle sera interrogée et détenue dans l'attente d'une enquête fédérale pour avoir fait de fausses déclarations et incitant à la discrimination raciale. Le nom a déclenché une nouvelle vague de colère amère dans la famille de Margot. Le mensonge de Chestevan avait presque détruit sa carrière, sa sécurité, sa dignité, et ce n'était pas par erreur. Calcul par l'ancienne arme de la suspicion blanche enveloppée dans une peur fabriquée, elle devra faire face à tout le poids de Margot, procureur fédéral, a déclaré catégoriquement qu'il n'y aurait pas d'accord, pas de règlement à l'amiable, pas cela. Le chef de la police de l'aéroport hocha la tête d'un air raide, comprenant que l'époque des compromis en coulisses était révolue. Au moment où Margot avait prononcé son titre à haute voix, un autre marshal entra en chuchotant à son. Le service de sécurité judiciaire du juge supérieur Ellington est arrivé et a verrouillé les points d'accès du terminal. Margot jeta un coup d'œil vers les portes à travers la foule. Elle pouvait voir son agent de sécurité en chef, une grande femme noire, un badge en civil clignotant à sa ceinture, scrutant la foule avec une précision froide. Margot ressentit une vague de gratitude silencieuse. Plus jamais je ne marcherai seule. Pas aujourd'hui. Graysona fait irruption dans une autre vague de plaidoirie pour le juge Ellington. S'il vous plaît, ma famille, mes enfants. Les yeux de Margot ne brûlaient pas de pitié, mais des visages d'innombrables pères et mères noirs qui s'étaient assis dans sa chambre, mains tremblantes dans la salle d'audience, genoux rebondissant nerveusement, chuchotant les mêmes mots désespérés que ceux recommandés par les procureurs des peines qui détruiraient leur bien-être familial. Et Grayson n'avait montré aucune pitié, alors elle n'en offrirait aucune. Maintenant, chaque famille que vous avez détruite avec de fausses accusations, chaque vie que vous avez fait dérailler avec des préjugés, souvenez-vous d'elle, fit-elle un geste, aux maréchaux. Prenez-les. Les maréchaux hochèrent la tête, conduisant les officiers déshonorés par une porte latérale pour éviter la foule grandissante. Leurs têtes étaient maintenant baissées, leurs pas autrefois confiants réduits à une lenteur honteuse. Margot redressa son dos en ajustant les manches de son costume. Les marques sur ses poignets étaient encore visibles, certes elle n'a fait aucune tentative pour les cacher. Ils n'étaient pas un symbole de défaite. Ils étaient un témoignage de la justice qu'ils avaient essayé de nier qu'elle était arrivée. Et bientôt cela allait balayer au-delà de ce terminal, au-delà de cet incident, et confronter un système qui s'était caché derrière la peur et le silence pendant bien trop longtemps. La marée avait tourné non pas silencieusement, mais avec la force d'un jugement attendu depuis longtemps. La juge en chef, Margot Ellington, autrefois humiliée, et défilait comme un criminel à travers le terminal de l'aéroport, maintenant observée. Comme les roues de la justice qu'elle avait autrefois guidées depuis le banc vers l'avant avec détermination, la nation avait vu les vidéos. Ils avaient entendu son nom, non seulement en tant que victime, mais en tant que symbole d'une femme noire. De pouvoir qui avait été réduite à la suspicion à cause de sa peau et qui avait refusé de garder le silence, le ministère de la Justice et la Division des droits civiques du FBI ont déménagé les officiers Travis Boone et Lucas Grayson, ont été rapidement dépouillés de leurs badges avant que l'encre ne sèche sur le rapport préliminaire, mais Margot savait que les privés de leur autorité n'étaient que le début de leur dossier révélé d'années de plaintes ignorées, des schémas de ciblage racial discrètement rejetés ou résolus en interne. Cette fois-ci, il n'y aurait pas de résolution silencieuse. Les procureurs fédéraux ont déclaré que les accusations étaient illégale détention, profilage racial, complot en vue de violer les droits civils et usage excessif de la force sous couvert de la loi. Comme le grand acte d'accusation du jury a été rendu, le défi de Boone a finalement fracturé Grayson, plus jeune et plus effrayé, s'est presque brisé acceptant immédiatement de témoigner contre son ancien partenaire et de plaider sa clémence. « Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Je ne voulais pas que ça arrive. » Cela sonnait creux pour Margot,
Elle avait vu la même chose? Le désespoir des accusés dans son tribunal, à différence que la plupart d'entre eux avaient été piégés par un système conçu pour les piéger, Boone et Grayson avaient été les architectes de ce système et ils n'étaient pas seuls. Madame Eleanor Vaughan, autrefois suffisante et intouchable, doit maintenant faire face à ses propres poursuites judiciaires, cauchemars, accusée d'avoir déposé un faux rapport, d'avoir fourni de fausses déclarations aux forces de l'ordre et d'avoir incité à la haine raciale discrimination sa richesse, ne pouvait pas la protéger de la vérité. Plusieurs passagers qui étaient restés à la porte C-18 Hill s'est présenté en déclarant que Vaughan avait approché les officiers non pas avec peur, mais avec malice, inventant un danger, là où il n'y en avait pas. Son image publique soigneusement soignée s'est effondrée du jour au lendemain pendant le procès. Margot n'était pas assise sur le banc, mais à la barre des témoins. Le changement était profond. Elle n'était pas là pour juger mais raconter, exposer pour s'assurer que le public comprenne que cette affaire n'était pas à propos de la chute de 2 officiers ou de la disgrâce d'une femme. Il s'agissait d'une culture, d'une maladie profondément enracinée où le préjugé était une politique et le pouvoir protégeait les abus. Son témoignage était chirurgical dans sa précision, mais sous le calme de la prononciation brûlait le souvenir de sa propre impuissance, l'acier froid des menottes. Le ricanement de Boone, la retenue moqueuse de Grayson, le regard satisfait de Van, elle ne parlait pas seule, parlait uniquement pour elle-même au nom de chaque voyageur noir qui avait traversé un aéroport sous le coup d'une suspicion injustifiée. Pour chaque citoyen détenu, interrogé et déshumanisé sous le masque de sécurité, le verdict est tombé rapidement. Boone et Grayson, coupables de tous les chefs d'accusation, votent nun plaidoyer négocié qui la privait non seulement d'argent, mais aussi du privilège qu'elle avait autrefois si facilement utilisé comme arme. Margot ne se sentait plus la joie lorsque les sentences furent lues seules. La résolution, la justice avait répondu, mais la justice n'était pas encore guérie. Le travail ne faisait que commencer. La salle d'audience était presque vide. Les journalistes avaient maintenant terminé leur travail. Les verdicts avaient été rendus, mais la juge en chef, Margot Ellington, restait assise. Les doigts, traçant légèrement les marques rouges sur ce poignet, se sont estompés, mais pas oubliés. Ils n'étaient plus des blessures, ils étaient témoignages de ce que les préjugés avaient tenté de détruire et de ce que la résilience avait refusé de détruire. Rendre à l'extérieur d'une tempête rassemblée sur l'horizon de la capitale. Des nuages sombres se dessinent, de longues ombres sur les marches du palais de justice, où des militants, des collègues juges et des citoyens s'étaient rassemblés pour ne pas pleurer l'injustice, mais pour exiger sa fin. Margot leva lentement ses robes, non pas lourdes de défaite, mais avec un but. Il ne s'agissait plus seulement de sa survie, il s'agissait de redéfinir le pouvoir lui-même. Non plus pourrait-elle être l'arme des privilégiés pour faire taire. Et réprimée à partir de ce jour, elle serait un bouclier pour les vulnérables, une voix pour les réduits au silence et un jugement pour l'oppresseur. Elle s'est approchée du podium là où la presse attendait, les caméras clignotaient comme 1000 yeux, la foule se taisait. Nous ne permettrons pas à la peur de se faire passer pour la sécurité. Nous ne permettrons pas aux suppositions de dicter la justice et nous, encore une fois. Laisser le silence protéger le racisme, elle a déclaré que sa voix était claire et ferme. La tempête dehors, implacable, a finalement éclaté. La pluie a frappé les fenêtres du palais de justice, mais Margot n'a pas bronché, avait surmonté des épreuves pires et maintenant, elle guiderait les autres à travers la tempête, non pas en tant que victime, mais en tant qu'architecte d'une nouvelle justice. L'histoire de la juge en chef, Margot Ellington, nous rappelle que peu importe à quel point nous nous élevons ou ce que nous accomplissons, les préjugés peuvent toujours chercher à diminuer notre humanité. Mais ils enseignent également une vérité plus profonde. La dignité, le courage et le refus d'être réduits au silence sont plus puissants que n'importe quel badge ou uniforme face à l'injustice. Ce ne sont pas seulement nos droits, mais notre responsabilité de rester ferme non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui n'en ont pas. Une voix, même dans les moments d'impuissance, la résilience peut transformer la victimisation en victoire pour les personnes âgées qui ont été témoins à la fois des progrès et de la persistance du racisme. Cette histoire le confirme que la lutte pour la dignité et l'égalité est continue, mais pas en vain. L'arche de la justice peut se courber lentement, mais il plie à cause de ceux qui,
comme Margot, résiste, endure et dirige les autres vers un avenir meilleur. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié la vidéo, donnez-lui un like et commentez un. Si vous avez trouvé l'histoire significative, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À bientôt suivant anglais.